Ce n'est pas le progrès économique qui constitue le fondement des sociétés, mais la stabilité de l'ordre social. Le principal problème des sociétés humaines est celui de la régulation de la violence en leur sein. La plupart d'entre elles, qualifiées d'état naturel, endiguent la violence par le biais d'une manipulation politique de l'économie visant à établir rente et privilèges. Ces privilèges dissuadent certes les individus puissants de recourir à la violence pour accéder au pouvoir ou s'y maintenir, mais ils entravent également le développement. Telle est la thèse de Douglas Cecil North, John Joseph Wallis et Barry Weingast dans un ouvrage majeur, Violence et ordres sociaux, édition Gallimard. Je suis ravi de vous retrouver, Didier Chabot, pour évoquer la vie, l'œuvre de Douglas Cecil North qui nous a quittés le 23 novembre 2015. Prix Nobel d'économie. J'ai cité là la quatrième de couverture de Violence et ordres sociaux, un personnage extraordinaire, Douglas Cecil North. Bonjour Jean-Philippe, effectivement, Douglas Cecil North, c'est quelqu'un qui est, alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, prix Nobel d'économie 1993, et qui a un destin assez exceptionnel, qui est vraiment marqué par une curiosité extraordinaire, parce que finalement, au départ, c'est quelqu'un qui part de, qui a lu Marx pendant qu'il était étudiant, qui fait la Seconde Guerre mondiale dans la marine marchande, parce qu'il ne veut pas tuer des gens, et donc en même temps, il veut rendre service à son pays, et puis ensuite, il plonge dans l'économie, mais au départ, c'est un économiste néoclassique, et donc quelqu'un qui va nous dire que finalement, il veut essayer de comprendre le développement économique américain. Il va nous dire que c'est de l'efficacité, la recherche d'efficacité qui est présente partout. Et pourtant, comme vous l'avez montré, 50 ans après, il va dire quasiment l'inverse, et il va dire finalement, l'économiste néoclassique a certainement raté l'essentiel, parce qu'il faut comprendre vraiment l'architecture de la société et la façon dont les règles politiques, économiques et sociales vont conditionner le progrès économique. Et ça, c'est vraiment la rupture importante de Douglas North. L'apport fondamental de Douglas North, c'est d'avoir expliqué qu'il y a des trajectoires des sociétés qui diffèrent en matière de développement économique et que la question centrale, c'est celle des institutions. Effectivement. C'est vraiment sa grande question, comprendre pourquoi certaines sociétés vont créer de plus en plus de richesses. Comment l'Occident va apparaître. Exactement. Comment l'Occident va prendre le leadership économique, alors qu'effectivement, plein de sociétés vont rester pauvres et ne vont pas parvenir à développer des richesses, à créer des richesses. Et pour expliquer ça, il va effectivement le faire en plusieurs étapes, mais le rôle central, ça restera toujours le rôle des institutions, ou comme il l'a dit dans son ouvrage « Violence et ordre social », le rôle des ordres sociaux, c'est-à-dire à la fois des règles politiques et des règles économiques, donc des institutions politiques et économiques. Ça va être ça, effectivement, l'élément important, et il va retracer, finalement, sur les... Alors, dans l'ouvrage « Violence et ordres sociaux », il évoque les 10 000 dernières années, mais plus récemment, on va dire, la plupart de ses ouvrages étaient quand même focalisés sur les 5 ou 6 derniers siècles, mais chaque fois, il a essayé de comprendre, finalement, comment les institutions jouaient. Donc ça mérite peut-être qu'on s'y attarde, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les institutions ou les ordres sociaux vont jouer. Alors le point de départ, c'est vraiment de considérer que les institutions, elles sont importantes parce qu'elles permettent finalement de réduire l'incertitude dans les échanges, dans les interactions entre les individus. Et ça, c'est vraiment le point de départ, c'est-à-dire il va opposer finalement des sociétés, on va dire des sociétés naturelles ou des sociétés pré-industrielles dans lesquelles l'échange, c'est avant tout un échange entre des gens qui se connaissent, donc c'est un échange personnel. Et effectivement, on ne peut pas commercer au loin, on ne peut pas commercer avec l'étranger parce que finalement, il y a trop de risques. Il y a des risques de captation, des risques d'attaque, il y a une incertitude très très forte dans le commerce au loin. Et ce qui va montrer, c'est que le point de départ, c'est que dès lors que se développent les institutions nous donnent des garde-fous, vont permettre d'assurer les échanges, et du coup, ça va permettre d'avoir des règles impersonnelles qui permettront de faire des échanges entre des individus qui ne se connaissent pas. Et donc là, c'est le point de départ du développement économique. Avec cette idée très forte qu'au fond, l'institution garantit, fixe des règles du jeu, et notamment des règles du jeu en termes de droit de propriété, qu'on soit petit, grand, etc. C'est le droit de propriété qui va fixer la règle. C'est vraiment l'idée forte, le droit de propriété, finalement, la façon dont la société définit le droit de propriété, donc les règles d'usus, de fructus, d'abusus, le droit d'usage, le droit d'utiliser, de vendre et d'aliéner les biens, c'est la façon dont on va définir ces règles et la façon dont on va surtout les faire respecter
connectés qui vont finalement expliquer les incitations qui vont être fournies aux individus. Alors ça va être très différent selon les sociétés, c'est-à-dire que par exemple, ce qui va montrer, lorsqu'il va étudier le commerce entre le XVIe et le XVIIIe siècle, il va dire finalement, dès lors que par exemple le roi pouvait donner des lettres de course, c'est-à-dire qu'il autorisait le fait que les bateaux français, les corsaires français allaient attaquer les bateaux anglais ou les bateaux espagnols pour les piller, et que c'était légal parce que le roi avait donné lettres de course et autorisation aux corsaires dès lors que le corsaire payait un impôt au roi, eh bien à ce moment-là, on voit bien que du coup se développe une industrie de la marine dédiée à l'attaque des navires, aux lettres de course, etc. Donc on voit se développer des activités qui sont évidemment très choquantes aujourd'hui, mais qui correspondent au fait qu'on a des institutions qui le permettent. Et ce qu'il va expliquer ensuite, c'est que, par exemple, lorsqu'il étudie toujours ce côté du commerce naval, il va montrer que finalement l'évolution du commerce maritime s'explique en très grande partie non pas par les progrès technologiques dans la construction des navires ou dans la façon de concevoir le cabotage, etc. Ça va avant tout renvoyer au fait que les règles du jeu vont changer et qu'on va en fait protéger les navires et qu'on va arriver à éliminer les corsaires, les pirates, et du coup on rend les mers plus sûres. À partir de là, les bateaux coûtent moins cher, on a moins besoin d'armement, on a moins besoin de marins dans l'équipage, et on peut développer beaucoup plus de commerce maritime. Et les joueurs sont au courant des règles du jeu. Et les joueurs sont au courant des règles du jeu. Il va du coup garder cette analogie qu'il va souvent utiliser en disant les institutions, c'est les règles du jeu conçues par l'homme, et on a finalement des organisations qui sont les joueurs dans ce jeu. Et là, on voit arriver tout de suite une chose qui est de dire, mais finalement, alors ces institutions sont des règles du jeu. On peut au moins imaginer deux grands types de questionnements. Le premier type de questionnement, ça va être de dire finalement comment ces règles du jeu vont orienter les choix des joueurs, comment on va jouer ensemble ou comment on va jouer en compétition les uns avec les autres, mais avec l'idée peut-être qu'on peut se conformer aux règles du jeu ou peut-être qu'on va au contraire les contourner. Alors si on voulait faire l'analogie sportive à la main de Dieu de Maradona, effectivement on gagne un match parce qu'on a triché. Mais deuxième aspect, c'est quand on pense au niveau international, là on touche à quelque chose qui est que les pays ont des institutions différentes et qu'ayant des institutions différentes, les règles du jeu ne sont pas les mêmes et ça offre certainement des possibilités démultipliées pour que les organisations, les entreprises, les joueurs au sens large puissent jouer de ces règles. De ces règles et entre les institutions. Bien sûr. Et donc, des questions culturelles, idéologiques, évidemment, majeures, tout à fait. sous-jacentes à ces règles du jeu. Exactement. À ce moment-là, du coup, la question, c'est vraiment de comprendre quelles sont ces règles du jeu, et puis effectivement de creuser ces règles du jeu, peut-être en se disant que les règles peuvent être des règles formelles, mais peuvent être aussi des règles informelles, des institutions informelles, tout ce qui va renvoyer aux coutumes, tout ce qui va renvoyer aux croyances, aux idéologies, qui peuvent façonner la façon dont les gens vont mettre en œuvre leur comportement et vont concevoir finalement leur activité économique, leur activité politique. Bien sûr. Alors, dernier point, l'apport de Douglass North quand on est gestionnaire, très concrètement. Est-ce que c'est un économiste, Douglass North? Alors, tout à fait, c'est un économiste, et ce qui va être intéressant effectivement chez Douglass North, c'est le fait qu'avec cette évolution qu'il fait dans son cadre conceptuel, dans son cadre analytique, où finalement il part d'un économiste très néoclassique en disant tout n'est qu'efficacité avec des individus qui recherchent l'efficacité, il a une deuxième étape dans les années 80 où il dit mais finalement les institutions inefficaces peuvent se maintenir parce qu'elles correspondent finalement à des individus qui cherchent des rentes et qui maximisent leur intérêt individuel. Puis dans les années 90, à ce moment-là, il va beaucoup plus loin, il commence à creuser la question de la cognition et il se dit à ce moment-là, en fait, l'homme avant tout a une rationalité limitée et du coup, les institutions sont les agents finalement, les individus, les organisations, une rationalité limitée, vont pouvoir jouer avec les règles et vont finalement essayer de se mouvoir dans un environnement institutionnel ou dans des ordres sociaux très différents. Et les organisations deviennent des formes d'entrepreneurs institutionnels. Exactement. Aussi, Et à ce moment-là, on a plusieurs entrées possibles pour le gestionnaire. La première question, effectivement, qui peut venir à l'esprit, c'est de se dire, mais finalement, les organisations vont jouer sur la façon dont les institutions évoluent, la façon dont on va essayer de défendre des projets de loi, dont on va essayer de faire du lobbying, ou la façon dont on va effectivement, quand on est une institution, un parti politique, dont on va promouvoir certaines règles et l'évolution de certaines règles, peut évidemment ouvrir le champ des possibles et peut intéresser le gestionnaire qui va vouloir comprendre
des pratiques stratégiques, comprendre l'évolution du management public. Mais également pour des entreprises, même si on ne voit pas obligatoirement toujours le côté entrepreneur institutionnel, le fait qu'une entreprise soit présente à l'international va aussi poser la question de savoir comment on est présent. Quelle stratégie, par exemple, si on déréglemente l'industrie électrique, comment on va se développer à l'international? Est-ce qu'on va se développer dans des pays du Sud dans lesquels l'environnement institutionnel est incertain? On a des règles du jeu qui peuvent évoluer, on peut se faire exproprier s'il y a un changement politique. Donc dans ce cas-là, il y a une prise de risque et on ne va certainement pas investir localement, alors qu'au contraire, on va peut-être négocier des arrangements dérogatoires pour justement assurer nos équipements, nos investissements. Et là, du coup, on voit apparaître plusieurs agendas de recherche qui sont intéressants en gestion. Toute la question du management stratégique, de l'évolution des institutions, de la façon dont les organisations font évoluer les institutions ou jouent avec les règles du jeu. Sans vouloir faire finalement de... Mais à la limite, en improvisant, quand on regarde par exemple les débats actuels sur les seuils sociaux en France, nous en avions parlé à propos des stratégies de croissance des entreprises, le fait que les seuils sociaux ne soient pas appliqués, ne soient pas définis de la même façon en France et en Allemagne, peut créer des fenêtres d'opportunité pour des entreprises qui vont jouer avec les règles du jeu. Ou au contraire, le gouvernement va pouvoir peut-être faire évoluer les seuils sociaux de manière justement à ce que l'activité économique en France soit plus efficace. Inversement, on a vu que l'Allemagne vient de créer un SMIC à 8,50 €, ce qui va permettre de limiter le nombre de travailleurs pauvres qui étaient payés 5 à 6 € de l'heure. Donc là, on se dit, a priori, les règles du jeu, finalement, entre la France et l'Allemagne se rapprochent. Mais en même temps, information à vérifier, il semblerait que dans un certain nombre d'activités telles que les abattoirs, les entreprises allemandes utilisent des travailleurs détachés. Donc travailleurs détachés de Pologne ou de Roumanie qui sont payés selon les salaires minimums de ces pays-là. Ce qui veut dire que leurs salaires minimums restent les mêmes, alors même qu'on aura un SMIC allemand à 8,50 €. Donc là, vous voyez comment, finalement, cette grande histoire à la North qui peut nous tracer une évolution millénaire de nos sociétés ou qui nous propose de dire attention, étudier les institutions, les idéologies, la façon dont on utilise la violence dans les sociétés ou dont on la réglemente, rencontre la petite histoire, si j'ose dire, ou en tout cas l'histoire managériale avec des comportements managériaux qui, eux, peuvent être finalement plus ou moins efficaces. Et puis, ça interpelle l'acteur public, parce que là aussi, la question est de savoir comment on peut intervenir dans l'économie pour faire en sorte que les entreprises, en quelque sorte, aillent dans le bon sens et puis que l'économie nationale, finalement, puisse se développer de manière plus harmonieuse. On sait qu'il y a un enjeu majeur là-dessus. L'institution, un enjeu stratégique pour les organisations. Tout à fait. Didier Chabot, merci de votre venue. Merci beaucoup, Jean-Philippe.